ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 5 pires erreurs en investissement immobilier. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous mettre en garde, de toutes les erreurs qu'un investisseur immobilier peut faire tout au long de son investissement. En fait, ce qui se passe, c'est que, attention, je sais que vous vous dites « c'est bon, mais moi j'écoute tous les podcasts de Dorine, je suis déjà formée, j'écoute d'autres podcasts, j'écoute des vidéos sur YouTube d'autres investisseurs, peu importe, mais vous vous dites « c'est bon, moi j'ai lu plein de livres, je m'y connais super bien, j'y crois, machin ». Je le sais, parce qu'il y en a plein parmi vous, j'en suis sûre, qui se disent qu'ils sont déjà, on va dire, suffisamment aptes et formés et informés pour pouvoir passer à l'action tout seul et se dire que ils sont à l'abri de faire des erreurs. Justement, les erreurs dont je vais vous parler, ce ne sont pas des erreurs par rapport à vos connaissances théoriques. Je vais vous expliquer un petit peu les 5 erreurs les plus fréquentes que moi je peux voir, qui ne sont pas des erreurs de connaissances, de manque de connaissances, mais vraiment des erreurs, je dirais, de manque de recul et de manque d'expérience pratique. Donc, ouvrez grand vos oreilles, ça va forcément vous intéresser. La première erreur, qui est, on va dire, limite fatale, si on ne peut pas dire le contraire, mais en tout cas qui est assez dramatique, c'est l'erreur de stratégie au départ. Alors, l'erreur de stratégie, pour moi, c'est quand on a décidé d'investir en immobilier, on sait qu'on veut passer à l'action et on se dit « Ok, par quoi est-ce que je vais commencer ?» Et à ce moment-là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on est influencé parce qu'on a entendu un tel sur telle interview faire telle façon de faire et donc on se dit « Ah bah oui, ça, ce serait pas mal pour moi. Tiens, je me verrais bien, j'en sais rien, faire un cabinet médical. » Ou « Ah tiens, je me verrais bien faire la location courte durée ou faire une maison en colocation ou faire du logement atypique. » Peu importe. Mais en gros, vous vous faites attraper par une stratégie qui vous a parlé sur le moment, mais vous n'avez pas pris un réel recul sur les différentes stratégies. En fait, ça, c'est vraiment important et je me rends compte que même des gens très informés manquent de recul par rapport aux avantages, inconvénients de chaque stratégie. En fait, chaque stratégie va être adaptée à des profils différents. Et on peut avoir l'impression qu'on ressemble à un profil dont on a entendu parler, alors qu'en réalité, ça ne va pas vraiment nous coller. Et ça, c'est super important de s'en rendre compte, et ça, c'est une erreur vraiment classique. Il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre les avantages et inconvénients de chaque stratégie. Et typiquement, les erreurs de stratégie, ça peut être déjà de choisir une qui ne va pas vraiment répondre à notre objectif. Et ça peut aussi venir du fait que vous ayez mal défini vos objectifs. De mal s'être posé en se disant « Ok, pourquoi est-ce que je veux investir en immobilier ? Qu'est-ce qui me motive à investir en immobilier ?» Et ça, c'est très, très important. Si vous vous êtes planté au moment où vous vous êtes dit « Ok, pourquoi j'investis en immobilier ? Ouais, en fait, secrètement, j'aimerais bien être libre financièrement, mais bon, j'ose pas me l'avouer. Donc, je me dis « Non, mais c'est déjà bien si je prépare ma retraite. » Dans ce cas, vous risquez complètement de taper à côté parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec un investissement qui est bloquant. Ok ? Et l'autre erreur classique aussi, c'est les personnes qui visent trop petit par rapport à leur potentiel. Ça, c'est clair. Ça, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, tu vas t'épuiser sur une stratégie qui est trop petite, trop, entre guillemets, petit joueur. Et puis, tu vas, entre guillemets, perdre de l'énergie pour cette stratégie. Et tu récoltes, entre guillemets, peu de fruits parce que tu n'as pas été assez ambitieux en termes de taille de projet. Donc ça, c'est quelques exemples comme ça. Mais ça, je me rends vraiment compte que cette partie stratégie, elle est essentielle. Et c'est pas avec plein de connaissances théoriques qu'on arrive à avoir ce recul. La deuxième erreur très classique, c'est la partie fiscalité. Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes qui sont
expertes, parce qu'elles sont très renseignées. Et pareil, elles ont lu beaucoup, beaucoup d'informations sur la fiscalité. Mais bien connaître beaucoup de choses, c'est une chose, mais maîtriser et réussir à prendre un vrai recul sur les différentes fiscalités possibles par rapport à sa situation, ça, pour le coup, ça, c'est un autre niveau. Et ça, typiquement, c'est vraiment une erreur très importante que je peux voir. Et même, je vous préviens même, c'est-à-dire qu'il peut même y avoir des personnes qui sont, je ne sais pas, par exemple, des conseillers en gestion de patrimoine, des avocats fiscalistes, des experts comptables, que vous contactez et à qui vous demandez des conseils sérieux par rapport à votre situation et quelle est la fiscalité la plus adaptée. Et vous pouvez quand même sortir de ce genre de rendez-vous avec de très mauvaises idées fiscales. Parce qu'en réalité, vous posez la question à des personnes qui ne sont pas elles-mêmes soit rentières en immobilier, soit investisseuses immobilières aguerries, et ne vous connaissent pas si bien que ça. En réalité, la seule personne qui peut bien vous connaître, c'est vous. Et donc, quand vous cherchez cette fiscalité idéale par rapport à vous, c'est que la personne qui vous conseille doit s'être absolument intéressée en profondeur à vos besoins, à votre vision à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Parce que c'est très important en fait en fiscalité. Tout ça, ça peut avoir des impacts énormes. Ensuite, la troisième erreur, pareil, très très classique, mais je la vois partout. Vous vous rendez pas compte en fait à quel point je vois des erreurs partout. En fait, c'est d'avoir une affaire médiocre. Alors, une affaire médiocre, c'est tout simplement soit on s'est résigné en se disant oui, mais de toute façon, je ne peux pas trouver une bonne affaire à tant de pourcentage de rentabilité, ça n'existe pas, c'est que sur les réseaux sociaux. Donc, je vais faire un investissement moyen comme la moyenne des Français. Alors, c'est très bien de faire un investissement moyen. Je veux dire, si vous n'avez pas la force et l'énergie de faire mieux, c'est mieux que de rien faire. Mais sachez que c'est comme dans tout dans la vie. Il y a des gens qui font des choses bien, il y a des gens qui font des choses moyennes ou médiocres, et il y a des gens qui font des choses de façon excellente. Et ça, c'est pour tous les domaines de la vie. Donc, c'est pas parce que la moyenne des gens font des choses moyennes que vous devez vous résigner à faire quelque chose de moyen. En réalité, l'excellence, elle est possible. Mais il faut déjà la décider et comprendre que l'excellence est un choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver une excellente affaire par hasard. Ok ? Vous pouvez très bien trouver des affaires classiques, moyennes, négociées de façon, on va dire, basique, mais pour devenir un investisseur excellent, et j'espère que si vous écoutez ce podcast, c'est parce que c'est votre objectif, en fait, il va falloir faire les choses encore mieux que ça. Et donc, pour moi, c'est une grosse erreur, et typiquement l'erreur, si on pourrait la nommer, c'est de se résigner à prendre une affaire pas terrible, ou moyenne, parce que on n'est pas entouré d'investisseurs, on est tout seul dans son coin, et on se dit mais non, je ne peux pas trouver mieux. Et puis on s'y prend un petit peu, on va dire, maladroitement pour les négociations parce qu'on n'a pas l'habitude. Et tout ça, c'est vraiment des erreurs. C'est vraiment des erreurs. C'est juste que c'est des petites erreurs, comme je vous parle. Ça vous paraît peut-être pas énorme comme erreur, mais en réalité, ça a un gros impact sur la suite de votre carrière d'investisseur immobilier. Donc voilà. La quatrième erreur, c'est la partie travaux, qui est notamment de sous-estimer les travaux. Le nombre de personnes qui signent un bien en ayant estimé les travaux et, je sais pas, en ayant comparé leur estimation à, je sais pas, moi, un devis qu'ils ont peut-être trouvé sur Internet, ou en faisant un devis vite fait avec le premier entrepreneur venu, ou en se disant, c'est bon, j'ai déjà fait ma résidence principale, je suis capable d'estimer des travaux. Et donc, ils y vont la fleur au fusil pour estimer des travaux, alors qu'en réalité, en fait, ils tapent complètement à côté. Parce que moi, je me rends compte, soit on est hyper stressé en travaux et du coup, on va vraiment les surestimer et faire des énormes... Comment dire ? On va gober le premier entrepreneur qui vient faire un devis. Mais il y a aussi les autres personnes qui sont des gens archi-optimistes. Parce qu'elles se disent que comme elles avaient fait la peinture elles-mêmes dans leur appart et qu'elles avaient changé les sols et que pour faire une cuisine Ikea, au final, ça leur était revenu à 2 000 €, en fait, ils se disent non, mais c'est bon, y a juste à faire la peinture, les sols, ok, bon, pour 10 000 €, c'est bon, c'est réglé. Et ça nous arrive très souvent de dire attendez, stop, les amis, là, je pense que vous avez largement sous-estimé. Qui va aller faire ces travaux ? Qui va acheter les matériaux ? Est-ce que c'est l'artisan ? Est-ce que c'est vous ? Qui va être présent sur le chantier ? Ah non, mais j'ai pas le temps de faire le chantier. Bah oui, mais moi, si t'as pas le temps, tu vas le délayer. Et puis en général, quand tu délègues, c'est pas le même prix que quand tu le fais toi-même. Et en fait,
c'est juste que on se rend pas compte parfois du coût que ça va être de faire venir des professionnels, et ce n'est pas du tout la même façon d'estimer ce genre de budget que si on a fait, entre guillemets, des petits travaux chez soi. Voilà, je souligne ce point-là parce que c'est un peu une erreur un peu de débutant, mais en même temps, il y a des personnes qui s'en rendent pas compte, qui sont juste pas compétentes pour estimer des travaux, et estimer des travaux, c'est très compliqué. Enfin, c'est un métier en tant que tel, hein. Je veux dire, les maîtres d'œuvre qui viennent faire des devis, en général, ils prennent du temps, ils y réfléchissent. Ils reviennent pas tout de suite dans les 24 heures après la visite. En général, ils se concertent, ils redemandent aux sous-traitants combien ça va leur coûter par rapport à ça, telle problématique. Enfin, c'est pas une science rapide, et encore moins quand on n'a jamais fait d'investissement immobilier. Donc ça, je le vois trop souvent en tout cas, cette erreur de sous-estimer les travaux au départ et d'être surpris que c'est plus que ce qu'on pensait, ou en tout cas que la qualité des travaux est plus faible que ce qu'on pensait par rapport au budget qu'on y avait investi. Et pour terminer, la 5e erreur, c'est une fois que l'on met en location, c'est de baisser la garde vis-à-vis des locataires. Parce que je le sais, on a envie d'être gentil, on est fatigué du projet, ça fait déjà peut-être 6 mois, 9 mois, 12 mois que vous êtes sur ce projet, ce chantier, etc. et que enfin vous mettez en location votre bien. Et bien à ce moment-là, quand vous faites rentrer les locataires, vous pouvez potentiellement baisser votre garde et penser que, entre guillemets, c'est bon, c'est fini, tout est réglé. Alors qu'en fait, il faut savoir que quand on est un investisseur immobilier, il faut être vigilant à tout moment. Et notamment pour les locataires, c'est pas le moment, entre guillemets, de faire des choses médiocres, de choisir de façon hâtive son locataire. Non, il faut vraiment rester professionnel à tout moment dans le choix de son locataire, faire très attention, parce que ça peut avoir un impact terrible, à la fois d'un point de vue purement financier, mais également d'un point de vue motivation. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être donné tellement de mal pour mener à bien ce projet que d'avoir un locataire qui ne respecte pas correctement votre logement ou qui ne paye pas correctement ses loyers, ça peut totalement vous dégoûter de l'investissement immobilier. Donc soyez toujours prudent, ne baissez jamais vos gardes, même au moment des mises en location. Il faut rester professionnel, faire très attention parce que ces erreurs peuvent coûter très cher. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que je vous ai pas fait trop peur. Le but, c'est pas de vous dégoûter et de vous dire « Oh là là, mais c'est terrible, c'est tellement risqué d'investir en immobilier, etc. » D'ailleurs, je vais faire un épisode sur les risques parce que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. En fait, la raison pour laquelle aussi je fais cet épisode, c'est parce que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques avec des personnes, des auditeurs qui réfléchissent à être accompagnés, etc. Et ce que je constate, c'est que j'ai fait une 50aine d'appels, j'ai vraiment eu beaucoup d'appels. Sur les 50 personnes qui ont investi de leur côté, j'ai eu, peut-être la moitié d'entre eux avaient déjà investi. Sur les 20 personnes qui avaient déjà investi en immobilier, il n'y en a qu'une seule qui avait fait un bel investissement. C'est-à-dire un investissement à cash flow positif qui allait vraiment rendre service pour la suite de ces investissements. Les 19 autres avaient fait des investissements à cash flow, soit négatifs, soit autofinancés ou avec un léger cash flow positif, mais en réalité en ayant triché et en ayant mis beaucoup d'apports dans leur projet. Donc, j'ai juste envie de vous faire vous rendre compte en fait que non, investir en immobilier, c'est pas facile. C'est rare en réalité les personnes qui s'en sortent bien seules sans être accompagnées. J'avais envie de vous le dire pour faire vraiment une prise de conscience chez vous, de vous dire, ok, si j'ai vraiment envie d'être au top, de faire les choses bien, on peut tous avoir cette prétention de se dire, ouais, mais il n'y a pas de raison, si un tel a réussi à le faire, moi aussi je peux le faire. Puis on se dit, on n'est pas plus bête qu'un autre. Mais en réalité, c'est pas une question d'intelligence, c'est aussi une question d'avoir les clés, d'avoir les bons réflexes, d'avoir aussi un peu de chance, surtout quand on se lance tout seul. Moi, concrètement, je me dis quand même qu'il y a une grosse part de chance sur notre premier immeuble. Parce que on avait tellement peu de connaissances et tellement peu d'accompagnement, en réalité on n'avait aucun accompagnement, que une simple erreur de raisonnement aurait pu nous coûter terriblement cher. On a eu cette chance de ne pas faire d'erreur dans nos raisonnements. Parce qu'en réalité, on avait aussi eu un super raisonnement qui était de dire que je ne voulais pas mettre d'apport pour être à 50-50 avec Cyril. Et ça, typiquement,
Sinon, il aurait mis beaucoup d'apports dedans. Et voilà. Et là, entre guillemets, alors, sur le coup, finalement, j'avais eu de la chance de ne pas avoir assez d'apports pour pas griller nos cartouches. Parce qu'en réalité, cette cartouche, on en a eu besoin sur le 3e immeuble. Et donc, tu peux être tout à fait quelqu'un de très intelligent, de très formé, d'avoir lu beaucoup de choses. Mais c'est pas pour autant que tu vas réussir à concrétiser. J'ai eu que des gens très intelligents au téléphone, en visio, etc., avec qui j'ai papoté sur leurs projets. Et c'est pas forcément un critère, en fait. L'intelligence n'est pas un critère de réussite. D'être débrouillard n'est pas forcément un critère de réussite. C'est pas facile. Voilà, je sais que c'est... Je veux pas vous décourager, mais j'ai quand même envie de vous faire comprendre que si vous sentez que vous avez vraiment envie de faire un projet au top du top, il est certain que le fait d'être accompagné par des investisseurs qui ont de l'expérience, ça peut absolument tout changer. Mais absolument tout changer. Et vous vous dites peut-être, oui, non mais Dorine, t'essayes de vendre ton club des investisseurs sereins. Oui, c'est vrai. Je suis convaincue en réalité, mais vraiment profondément convaincue, que les personnes qui sont dans notre club ont 1000 fois plus de chances de réussite que ceux qui se débrouillent tout seuls. Je dis pas que c'est impossible de se débrouiller tout seul. Mais le fait d'intégrer un club avec d'autres investisseurs, chapeauté par des investisseurs aguerris qui ont de l'expérience, qui ont l'habitude, en fait, ça change énormément de choses dans vos chances de réussite. Et vous ne vous rendez pas compte que plein de petites erreurs peuvent vous coûter absolument très cher en immobilier. Voilà, c'était un petit peu le moment prise de conscience pour vous. Je me dis que je vais quand même essayer de faire des épisodes dédiés à ces 5 erreurs à la limite pour vraiment creuser et bien vous faire comprendre la logique au mieux que je peux. Mais je ne pourrai jamais aussi bien vous accompagner que si je vous connais personnellement. C'est-à-dire que sur le podcast, à chaque fois, je peux vous donner des grands conseils, des grandes lignes, des grands principes pour que vous compreniez les mécanismes. Mais ça ne sera jamais aussi puissant que d'avoir un lien en direct avec Cyril ou moi, ou d'ailleurs tout autre investisseur qui a de l'expérience et dont le chemin vous inspire. Voilà pour l'épisode du jour. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.